right. Please come immediately. L'homme le plus recherché de France s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. Ouais, le tueur en série Michel Fournira est mort hier dans un hôpital parisien. Bienvenue dans les Minutes de l'Horreur. Est-ce que ça vous dirait de voyager à l'autre bout du monde ? On prend l'avion direction l'Australie pour parler d'une affaire qui, près de 60 ans après les faits, fait encore couler de l'encre. Il s'agit de la disparition mystérieuse des enfants Beaumont. C'est le genre d'histoire qui change une nation et qui marque des générations tout entières. Ne perdons plus de temps et rentrons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui dans les Minutes de l'Horreur, zoom sur la disparition des enfants Beaumont. La famille Beaumont est une famille ordinaire de la classe moyenne d'Adélaïde qui vit au sud de l'Australie. Grant, surnommé Jim Beaumont, est le père de famille. C'est un chauffeur de taxi qui a épousé Nancy Ellis en 1955. Très vite, ils vont s'installer ensemble dans un quartier résidentiel assez proche d'une plage très populaire pour les surfeurs. Et ils vont avoir 3 enfants. Jane, née le 10 septembre 1956, Arna, le 11 novembre 1958, et Grant, le petit dernier, le 12 juillet 1961. Même si ça reste un peu cliché de dire ça, on peut les décrire comme une famille heureuse et sans histoire. Le 26 janvier 1966. C'est une chaude journée d'été et c'est aussi Australia Day, la fête nationale. Les enfants ont très envie de retourner à la plage. C'est vrai que la veille, leur père Jim les y avait accompagnés. Nancy, leur mère, leur prépare donc un petit goûter et leur donne de quoi payer le bus. De nos jours, il serait peut-être mal vu de laisser des enfants si jeunes aller à la plage sans surveillance. C'est vrai que la plus grande, l'aînée Jane, a seulement 9 ans à cette période. Mais dans les années 60, c'était vraiment totalement différent. On espérait encore que le monde ne soit pas aussi cruel et dangereux qu'il l'est. C'est ainsi que les enfants ont quitté la maison, sans surveillance, supervisés par Jane, l'aînée. Il faisait vraiment trop chaud pour marcher, alors ils ont pris le bus pour faire le trajet de 3 km qui sépare leur maison de la plage. Ce jour-là, Jane portait un maillot de bain rose avec un short vert pâle et des chaussures en toile blanche. Elle a pris avec elle un sac, 3 serviettes et un livre. Sa sœur Arne portait un maillot de bain à rayures rouge et blanc, un short beige et des sandales ainsi qu'une pince à cheveux orange. Le petit Grant, lui, est parti torse nu et portait un maillot de bain à rayures vert et blanc, un short vert et des sandales rouges. Ils prennent le bus, direction la plage pour passer une très bonne matinée. Il est midi et les enfants ne sont toujours pas rentrés. Pourtant, c'était l'heure que leur mère leur avait dit. Ils ne sont toujours pas là, Nancy ne s'inquiète pas trop. Elle se dit qu'ils ont sûrement loupé le bus. 14h. Aucun enfant à l'horizon. Nancy commence à se dire que quelque chose ne va pas. 15h. Jim rentre du travail et part tout de suite à la plage chercher les enfants. Sans nouvelles d'eux. Ils rentrent avec Nancy et vont arpenter les rues et sonner chez leurs amis pour leur demander s'ils ont vu les enfants. 17h30. Ils décident de signaler leur disparition au poste de police. Le lendemain, une récompense de 250 $ australiens est récoltée pour toute information concernant la disparition des enfants. Ça équivaut environ à 160 €. Les recherches de la police vont très vite commencer sur la plage et ses environs, dans l'espoir que les enfants se soient perdus. Des plongeurs vont arpenter les côtes, mais la visibilité sous l'eau est très mauvaise. Aucun de leurs effets personnels n'est retrouvé. Ensuite, les aéroports, les gares et les routes avoisinantes ont été contrôlées au cas où ils auraient été kidnappés. Au bout de 24 heures, l'ensemble de l'Australie est à la recherche des enfants. Les médias trouvent de plus en plus de théories, plus effrayantes les unes que les autres. C'est le 29 janvier qu'un premier témoin arrive. Une jeune femme qui dit avoir parlé à 3 enfants correspondant à la description des Beaumont, près du port. La police va fouiller cette zone, mais aucun indice ne sera trouvé. De nombreuses théories ont vu le jour concernant la disparition des enfants Beaumont. L'une des premières pistes solides de l'enquête, c'est le fait que différents témoins
ont vu un homme avec les enfants le jour de leur disparition. Un homme grand, mince, aux cheveux blonds d'une trentaine d'années. Il est décrit comme étant bronzé, portant un maillot de bain bleu de la marque Speedo. Son visage est fin et il a un grand front. Il aurait joué avec les enfants et les surveillé quand ils allaient se baigner. Il a demandé à une dame âgée si elle avait vu quelqu'un s'approcher de leurs vêtements, car leur argent aurait été volé. Ensuite, il a aidé les enfants à s'habiller, et ils sont partis ensemble dans la direction de l'arrêt de bus vers 12h15. Les témoins disent que les enfants avaient l'air à l'aise avec lui, comme s'ils le connaissaient déjà. Avait-il pu le rencontrer la veille ? Ou était-ce peut-être même un membre de l'entourage de la famille Beaumont ? Nancy se souvient même que sa fille cadette, Arna, avait taquiné sa sœur aînée Jeanne à propos d'un petit ami à la plage. Ça n'avait pas vraiment alerté leur maman, mais il semble qu'avec du recul, ce petit ami pourrait peut-être être l'inconnu qui a été vu avec les enfants. Après avoir établi un portrait robot du mystérieux inconnu, les médias n'ont cessé d'afficher le dessin partout. Des centaines de personnes ont appelé la police pensant l'avoir vu ou reconnu, mais aucune piste solide n'en est ressortie. Mais avec cette théorie, les parents sont vraiment surpris par le comportement de leurs enfants. Ils étaient vraiment tous très timides et ne comprennent pas pourquoi ils ont joué avec un inconnu. La dernière fois que quelqu'un pense avoir vu les enfants, c'est vers 12h30 à une boulangerie appelée, pardonnez mon anglais, Wenzel's Bakery. Jane a acheté une tourte à la viande, 2 grandes bouteilles de soda, 6 finger buns, c'est des petits gâteaux allongés, et 5 chaussons fourrés irlandais. Mais souvenez-vous, Nancy n'avait donné que de la monnaie pour le bus aux enfants. Et pourtant, Jane a payé avec un billet. La police pense peut-être que l'inconnu de la plage leur aurait donné de l'argent. Il est donc possible que l'homme ait volé l'argent des enfants volontairement pour leur donner un billet et acquérir leur confiance. Dans l'après-midi de la disparition, plusieurs personnes pensent avoir vu les enfants, mais rien de concret va se dessiner. Et des mois après la disparition de Jane, Arna et Grant, une dame dit à la police que le soir de la disparition, un homme accompagné de 2 filles et un garçon sont entrés dans une maison voisine qu'elle pensait vide, et le lendemain, la maison l'était de nouveau. Un officier de police a entendu des bribes de conversation au téléphone selon laquelle les enfants avaient été aperçus au Mud Islands, au large de Melbourne, mais cette piste s'est encore une fois révélée inconclusive. Après toutes ces pistes, ces théories, ces prétendus témoins, la police, désespérée, fait appel à un voyant hollandais, Gérard Croizet. Le voyant dit avoir vu les enfants enterrés sous un entrepôt qui était en construction au moment de leur disparition. Les propriétaires étaient vraiment réticents à l'idée de détruire un entrepôt pour des fouilles, sous la simple intuition d'un voyant. Mais très soutenu par la population, une pétition a circulé pour démolir, fouiller le lieu et récolter 40 000 $ australiens. Les propriétaires ont donc fini par céder, mais après 1 an de recherche, aucune piste n'a été trouvée. Environ 2 ans après la disparition des enfants, leurs parents ont reçu 2 lettres. Une supposément écrite par Jane et une autre par l'homme qui les aurait enlevées. La police, qui pensait que les lettres pouvaient être authentiques, ont réussi à savoir d'où elles ont été postées grâce à leur timbre. L'homme dans les lettres disait être devenu le gardien des enfants et leur assurait qu'ils allaient bien et qu'ils vivaient une douce existence. Il explique être prêt à leur rendre leurs enfants. Jim s'est donc rendu au rendez-vous fixé par le ravisseur, suivi par un policier sous couverture. Ils ont attendu 3 jours sur le parking. Personne n'est venu. Quelque temps plus tard, les parents Beaumont ont reçu une 3e lettre, soi-disant écrite par Jane, cette-ci, dans laquelle elle explique que l'homme qui s'occupe d'eux a reconnu un détective de police et a décidé de garder les enfants, car Nancy et Jim ont trahi sa confiance. En 1992, de nouveaux tests ont permis de révéler que les lettres étaient au final fausses. Grâce aux empreintes digitales, les hommes ont identifié un homme de 41 ans qui était adolescent à l'époque. C'était une blague, selon lui. Au fil des années, Nancy et Jim ont fini par perdre espoir, blessés et humiliés
par ce genre de canular. Ces blagues sont malheureusement assez courantes dans les affaires de disparition ou de meurtre. Par exemple, dans une affaire dont nous avons déjà parlé dans un podcast, celle de l'enlèvement et du meurtre de John Benny Ramsey, plusieurs hommes se sont volontairement fait passer pour les meurtriers de la petite fille. Pourquoi ? La plupart ne savent même pas l'expliquer. Certains disent que ça les excite. Mais dans des affaires comme celle-ci ou celle des enfants Beaumont, la moindre piste est examinée, le moindre élément ou aveu. Ces canulars plus que douteux ralentissent les enquêtes, font espérer les familles, et dans certains cas peuvent même empêcher l'affaire d'aboutir. Pour revenir à notre affaire, de nombreux suspects ont donc été étudiés de près par la police. Des prédateurs connus, tels que Bevan Spencer von Einem, un homme emprisonné pour le meurtre d'un garçon de 15 ans, que la police suspecte d'avoir fait d'autres victimes, mais il n'a jamais voulu parler. Elle surveille également Arthur Brown, un homme qui a déjà tué 2 sœurs, de 5 et 7 ans en 1970. James Ryan O'Neill, un homme condamné à perpétuité pour le meurtre d'un garçon de 9 ans en 1975, et Derek Ernest Percy, condamné pour le meurtre d'une fillette de 12 ans en 1969. Bref, toutes les pistes sont scrutées de près pour espérer retrouver le coupable de la disparition et du potentiel meurtre des enfants Beaumont. Aujourd'hui encore, personne n'a été arrêté dans cette affaire. Mais le suspect qui semble le plus intéressant est Harry Phipps, le propriétaire d'une usine faisant partie de l'élite d'Adélaïde. Un livre analysant cette thèse, appelé The Satin Man Uncovering the Mystery of the Missing Beaumont Child, a été publié en 2013. Il ne mentionne pas son identité, mais son fils l'a reconnu et pense qu'il pourrait être le meurtrier. Phipps ressemble énormément au portrait robot de l'homme sur la plage. Il mesure plus d'1m80 et avait les cheveux châtain clair dans les années 60. Il avait 48 ans au moment des faits et ne les faisait pas du tout. Ses proches insistent sur le fait qu'il a toujours eu l'air plus jeune que son âge. Il habitait à seulement 300 mètres de la plage où les enfants se sont rendus. En 2007, le fils de Phipps, Hayden, qui avait 15 ans au moment de la disparition, a dit à la police que ce jour-là, il avait vu les enfants jouer dans leur cour. 2 autres jeunes disent aussi avoir été payés par Phipps pour creuser un trou de 2 mètres de profondeur dans la cour de son usine. À la suite de ces informations, une fouille a été entamée en 2013, mais rien n'a été trouvé à part des ossements d'animaux. Une seconde fouille a été organisée en 2018, mais toujours rien. La police a aussi secrètement commencé une enquête sur Phipps après avoir appris qu'il avait des tendances pédophiles et qu'il avait molesté son fils. Ils ont trouvé près de 30 coïncidences les conduisant vers Phipps. Apparemment, il était le propriétaire d'un cottage à Castelloy où aucun personnel de maison n'était accepté. Il portait uniquement du satin, une sorte de fétichisme pour lui. Et pour ne pas l'exciter, il interdisait à ses proches de porter du satin. Il est possible qu'il ait emmené les enfants dans ce cottage et qu'il se soit débarrassé des corps autrement. Les enfants auraient très bien pu être séduits et mis en confiance par Phipps qui montrait le visage d'un homme généreux, aimant et doux. Mais en réalité, c'était pour cacher ce qu'il était vraiment. Un homme dangereux, guidé par ses pulsions. Un loup déguisé en agneau. Cette affaire tragique et mystérieuse continue de susciter l'attention en Australie. Bien que la plupart des suspects soient actuellement décédés ou en fin de vie, on espère toujours découvrir un jour la vérité. En Australie, c'est plus de 38 000 personnes qui sont reportées disparues chaque année. La plupart de ces enquêtes sont résolues rapidement, mais environ 2600 personnes ne sont pas retrouvées. Il est difficile d'accepter qu'on ne saura jamais ce qu'il s'est réellement passé, qu'on ne pourra jamais faire complètement le deuil. Comme dans beaucoup d'affaires similaires, le mariage de Nancy et Jim n'a pas survécu à ce drame. Ils ont divorcé dans les années 80 et n'ont jamais eu d'autres enfants. Nancy est décédée en septembre 2019, mais Jim vit encore et toujours à Adélaïde. Après tant d'années, ils ont réussi à faire la paix avec l'idée qu'ils ne sauraient sûrement jamais ce qui est arrivé à leurs enfants.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Minutes de l'Horreur, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à partager surtout cet épisode pour le faire découvrir au plus grand nombre et que le podcast puisse se développer. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Tumult, la nouvelle application d'écoute de podcast qui permet de réagir en direct avec les autres ou avec moi-même pendant l'épisode. Je vous invite aussi à vous abonner sur Instagram si c'est toujours pas fait, @les Minutes de l'Horreur. Je vous poste souvent des vidéos pour vous parler de l'actualité des faits divers à travers la France et le monde. Et je remercie aussi Alexandre qui m'a aidé à écrire ce podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir de nouvelles affaires criminelles. Et en attendant, n'oubliez jamais que les apparences sont souvent trompeuses.